Alibaba et les 40 voleurs, comment s'en sortir? J'avais trouvé depuis un autre titre, c'était Les monnaies vous volent depuis des années, des siècles. Là. Donc ce qu'on va voir ensemble, c'est cette histoire de la monnaie. Et puis après, Serge nous partagera son témoignage et comment lui a réussi à s'en sortir pour ne pas échanger son temps contre de l'argent, pour avoir plus de leviers que nous on peut en avoir aujourd'hui, ou que tu peux en avoir si tu nous regardes actuellement, en direct ou en replay. Parce que tu vas voir que le système, depuis des siècles, il nous vole. Donc Alibaba, les 40 voleurs, on va dire la monnaie à travers le temps, c'est ça qui est classique. Est-ce que vous voyez bien mon écran déjà? Je vous rappelle qu'on est là durant 3 jours, parce qu'à Salt Lake City, il se passe quelque chose. 3 jours, hier, on a parlé santé. Serge nous a partagé la vision de Myron Wentz, et aujourd'hui, j'avais à cœur de vous mettre en français ce que j'avais fait au Nouvel An, en Allemagne, en espéranto. Et forcément, mon public habituel ne comprend rien. Donc la monnaie, c'est 3 fonctions. Dénombrer. Une monnaie, vous devez pouvoir dénombrer. Et si je te dis là-dessus, il y a quelque chose, il y a 50. Tu peux savoir qu'il y a 50 unités. Tu peux le couper en morceaux dans une monnaie. Tu vois, là, il y a une pièce de 1. C'est quelque chose d'important. Dénombrer. Tu dois pouvoir payer. Et oui, il est impossible de refuser. Si tu vas dans un commerce et que tu donnes ce billet, il est impossible qu'il te refuse ce billet. C'est comme ça, tu as le droit de payer avec. Et la 3e fonction d'une monnaie, c'est pouvoir conserver la valeur au cours du temps. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors nous, dans le domaine occidental, on croit toujours qu'on a été les premiers à inventer tout un tas de choses. Qui a inventé les premiers billets de banque? Les Chinois. Sous Kubilai Khan, sous Kubilai, la monnaie était extraordinairement développée. Donc là, bien sûr, on n'a pas retrouvé de billets de banque. Hein. Ça se conserve pas très bien au fil du temps. Mais on a retrouvé ce qui leur servait, la matrice qui est en pierre, qui servait à presser des billets de banque. Ces billets de banque n'étaient pas très utilisés au quotidien. Ce qu'ils utilisaient essentiellement, c'était des coquillages, les kauris. Parce que ces coquillages, on ne les trouve pas en Chine. Donc ça veut dire que seul l'État ou les plus riches étaient en capacité d'aller payer pour les avoir, pour les récupérer, pour finalement les utiliser. Et on sait ça parce que Marco Polo est allé à cette période-là. C'est Coquillage et Marco Polo qui nous décrit tout ça dans un bouquin qui est illisible, vraiment très pénible à lire. Marco Polo donc témoigne du fait que il était riche à millions en coquillages, mais qu'il n'avait pas trop cours à Venise. Donc il était obligé de changer en des biens plus facilement transportables et qui ont cours en dehors du système monétaire de la Chine. Et Marco Polo, donc, c'est une source d'information extrêmement intéressante. Et on va fermer cette parenthèse-là parce que nous, en tant qu'occidentaux, nous considérons que le premier qui a inventé les pièces de monnaie, c'est le roi Crésus. Vous connaissez l'expression « riche comme Crésus ». Crésus, roi de Lydie, qui vivait pas très loin d'une rivière qui s'appelle Pactole. Si je vous dis toucher le Pactole, ça vous dit quelque chose. Eh bien, la rivière Pactole était aurifère, donc à l'époque, il n'y avait qu'à ramasser des métaux, alors on ramasse plutôt du minerai, que des métaux dans la rivière, et Crésus est donc le roi de Lydie, riche comme Crésus. Et puis, ça permet d'utiliser l'or, parce que l'or est un métal finalement assez inutile. C'est trop mou, tu ne peux pas en faire des armes, finalement on ne voit pas très bien à quoi ça pourrait servir l'or. Et il existe une bande dessinée, faite par un Français, à moitié, on va dire, très original, Jean-Pierre Petit. Ça s'appelle L'Économicon, je vous le conseille. Ce sont les aventures d'Anselme Lanturlu. Et là-dedans, dans L'Économicon, on vous parle de... Mais une chose me turlupine, c'est à quoi peut servir un métal aussi mou? Eh bien, pourquoi voulez-vous que ça serve à quelque chose d'autre que de faire des pièces? Donc, voilà le schéma de base que nous allons avoir pour comparer les monnaies au fil du temps. Vous avez un État, Crésus, des gens qui ont besoin de pièces pour acheter des biens et pour payer. Et dans ces pièces, on va mettre de l'or. Le truc qui sert à rien. Et c'est l'État qui va garantir aux gens que, oui, le titre d'or dans ces pièces est bien le titre qui était prévu. Vous voyez que ça permet de dénombrer, ça permet de payer, ça permet de conserver la valeur. Ah non, je l'ai mis en rouge. Ça ne permet pas de conserver la valeur parce que forcément un État, ça dépense toujours beaucoup plus que ce que ça gagne. Et quand tu as le pouvoir de dire quelle est la loi, quand tu as le pouvoir militaire, légitime, quand tu as le pouvoir d'imposer une monnaie aux gens, eh bien tu es très tenté d'en abuser. Donc ça finit toujours de la même manière, et à l'époque, les gens ont commencé à truquer le titre d'or, à mettre d'autres métaux dans les pièces,
Ce qui fait que conserver la valeur, eh ben, c'est un peu moins vrai que ce que on croit. Donc, il y a tromperie. Il y a tromperie sur la marchandise. Il y a tromperie sur la pièce. Il y a tromperie sur le titre d'or. Et donc ça nous amène maintenant au fait que tout un tas d'or, l'or, que vous connaissez, vous voyez, l'or c'est un métal dont on en fait souvent des stocks. Et la masse d'or, c'est quelque chose qui est assez épatant. Donc la masse monétaire, la quantité d'or qu'il y a dans un système économique est très très importante. Donc vous voyez cette invention des Polacs, c'est le nom du peuple dans cette BD, cette monnaie c'est épatant, nous allons pouvoir acheter la terre entière, dit le roi. La terre? Sire, l'univers. T'as raison, achetons l'univers. Donc quand tu as le pouvoir de contrôler la masse monétaire, tu peux t'acheter tout ce que tu veux. Et qui a trouvé plein d'or au XVIe siècle de l'autre côté de l'Atlantique? L'État espagnol. Les Espagnols, avec leur économie, on va dire moyenâgeuse, à la Renaissance, subitement ils se retrouvent avec tout un tas d'or qui arrive, de l'or exogène. Pas besoin de l'extraire, pas besoin de brûler du bois pour en tirer l'or, il suffit de l'arracher sur les palais, il suffit de le voler aux Incas, il suffit de le ramener en Europe. Et ça, finalement, ils ont fait face, je pense, d'un point de vue d'une erreur. C'est une erreur, ils n'ont pas pris conscience de ce qui se passait, parce que, quelque part, l'erreur, vous allez voir, elle est sur le côté gauche. Elle est là. Ils ont introduit plein d'or dans une économie qui ne grandissait pas aussi vite. Et quand tu as de l'or en masse qui arrive comme ça, bah, tu peux acheter toute la terre. Mais ça veut dire que c'est beaucoup plus facile d'utiliser cet or qui venait des mines du Potosí après pour payer de plus en plus cher quelque chose. Parce que si demain, pour le prix de 50, j'achète un truc et que subitement tout le monde a plein d'argent en main, mais que le truc en question, il y a mon voisin qui est prêt à payer 51, bah, je vais être prêt à payer 70. Et donc maintenant le nouveau prix c'est 70, c'est plus 50. Mais donc avec 50, j'achète plus la même chose. Tu vois qu'en fait c'est un ratio. La masse monétaire et ce que tu peux acheter, c'est deux choses qui sont en relation. C'est toujours un ratio. Et quand tu introduis plein d'or dans un système économique, eh bien tu crées la maladie hollandaise. Maladie qu'on a nommée comme ça parce que les Hollandais avec leur gaz se sont retrouvés au XXe siècle à pouvoir acheter tout ce qu'on peut faire à l'extérieur, mais ça veut dire que du coup, tu ne peux pas facilement produire chez toi. Donc les Espagnols, en ramenant plein d'or, ils ont soutenu la création de l'industrie britannique, française, allemande, italienne, et eux, finalement, ils se sont appauvris, ils sont devenus feignants, enfin on peut l'appeler comme on veut, mais c'est quelque chose qui ne conserve pas la valeur, forcément, puisque je vous ai montré que plus il y a d'or, ben, moins tu peux acheter de trucs, quoi. C'est quand même assez bizarre, quelque part, ils ont inventé l'inflation. Et forcément, tout ça, ça nous amène au fait que les États, ça passe son temps à se taper dessus. Ça passe son temps à se taper dessus, à dépenser trop, et finalement, bah, ça nous amène à la création de la première banque nationale sous George III, roi d'Angleterre, qui crée une banque nationale sous les conseils d'un Écossais bah, pour pouvoir liquider toutes ses dettes. Et là, finalement, on a quelque chose d'important. On a un privé qui conseille au roi de créer une banque qui a le monopole d'émission d'argent. Ce qui permet au Trésor de continuer quelque part ses guerres au-dessus de ses moyens. Alors, on est toujours dans comment vivre au-dessus de ses moyens. Et vous voyez que la banque centrale, c'est la clé. C'est la clé aux États-Unis. À la première banque centrale, ils ont essayé en 1792, elle a fonctionné jusqu'en 1830, mais après, boum, ils l'ont dégagée. Et ce n'est qu'en 1912 qu'elle est revenue. Banque centrale qui est dans les mains de privés. Ça, c'est important. C'est des banquiers privés qui tiennent la banque centrale, qui a le rôle d'un État. Alors vous imaginez bien que ça va commencer à être un peu compliqué. Donc notre schéma de référence, c'est, vous voyez, il est arrivé l'État là. L'État dit, tiens, il y a une banque qui a le droit d'émettre des pièces. Les pièces, elles sont en or et argent. Donc l'État dit aux gens, je te garantis que les pièces vont être en or et argent. On retrouve la situation avec le roi de Lydie, Crésus, mais maintenant on a en plus une banque qui est aux mains de privés, qui joue le rôle pour l'État. Et bien évidemment, notre roi, si nous vous mettez en circulation 2 fois plus de papier que ce qu'on a en stock, qu'il y a de gulbars or, il suffira de les échanger à 2 contre 1. Et vous voyez ce que dit le conseiller? Ouais, mais ça va pas, c'est mal vu, sire.
Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va prendre tout le stock de pierres et on va en faire un stock d'or. Mais qu'est-ce que ça va donner? Bah de l'or tout simplement. Et ça, c'est l'idée géniale. L'idée géniale de fondre tout ça en un stock d'or, bah ça rend finalement le titre des pièces incontrôlable. Donc le citoyen n'est plus en capacité de savoir si ce truc-là tient réellement ses promesses. Et ça, c'est une super tromperie. Est-ce que vous connaissez cette nana? Est-ce que vous connaissez cette actrice? Est-ce que vous voyez qui c'est? Alors, c'est une question rhétorique, vos micros sont coupés, mais il s'agit d'Audrey Tautou. Et je l'ai mis là parce que dans ce film, on parle de la rue Quincampoix. Et j'adore la phonétique. Je pense qu'ils l'ont mis aussi pour ça, parce que rue Quincampoix, c'est l'endroit où était la première banque en France. En France, à la fin de Louis XIV, Louis XIV a créé Versailles, plein de dettes, etc. Il fallait épurer les dettes. Donc, épurer les dettes, ça veut dire que il y a un Écossais de nouveau qui a suggéré, lors de la régence de Louis XV, en 1716, ça a fonctionné jusqu'en 1720, il s'appelle John Law, donc sous la régence de Philippe d'Orléans, il a dit, ok, pour liquider la dette, alors, il n'a pas expliqué comme ça, mais ça serait quand même beaucoup mieux si finalement on émettait des billets. Et à l'époque, ils ont eu une idée de génie, c'est de dire, on va créer une banque et également une compagnie. Donc vous voyez, l'État dit, ok, il y a une banque, il met d'un privé, John Law, il y a une compagnie des Indes, et elle va aller chercher de la richesse future aux Indes, parce qu'à l'époque, la France, avant la guerre de 7 ans, la France était très très forte en Inde. C'est après la guerre de 7 ans que la France se fait presque virer d'Inde, on a gardé quelques comptoirs là-bas, mais à l'époque, il y avait de bonnes chances qu'on aille capter toutes les richesses de l'Inde. Et donc, on dit aux gens, donnez-nous votre or, en échange, vous allez avoir des billets et des actions, et vous allez même recevoir vachement plus. C'est une sacrée promesse quand même. C'est une promesse quelque part d'une économie qui est en essor. Donc on peut bien dénombrer avec ça, on peut payer, et en plus on peut même non seulement conserver, mais gagner plus. Alors, ça s'est pas tout à fait passé comme ça, parce que finalement la tromperie, elle est où? Elle est dans le fait qu'ils n'ont pas pu aller chercher les richesses. Ils ont émis 3 fois plus de billets qu'il y avait de richesses en face. Parce que pour que ça marche à l'horizontale, ben, il faut qu'il y ait quand même un peu de réalisme, on va dire. Et quand tu émets 3 fois plus de billets, ben, il y a un moment donné où ça finit par se savoir, et les gens étant pas idiots, on dit « rendez-nous notre or ». Et pour vous donner une idée, à l'époque, il y a 251 000 personnes qui ont prêté moins de 500 livres. Ça fait dans les 6 500 € de 2022. C'est pas mal, hein, déjà, 6 500 €. Donc, 250 000 personnes, c'est pas les plus pauvres, et plus de 100 000 qui ont prêté plus de 10 000 livres. Ça fait dans les 130 000 € actuels, au total. Donc, ils s'en sont bien sortis, mais à un moment donné, il y a eu une ruée sur la banque. Ce qu'aujourd'hui on appelle bank run. Et rue Quincampoix, c'est une rue qui est toute petite, là où était située la banque. Ça a occasionné une telle cohue qu'il y a eu 17 morts, par écrasement. Donc vous voyez, les ruées sur la banque, ça peut être dangereux, ça peut même être mortel. Et donc ils ont indemnisé, donc tous ceux qui avaient moins de 400 livres ont été indemnisés. Donc je trouve ça assez incroyable, finalement, il y a eu tromperie. Mais les plus pauvres de l'ensemble, à moins de 400 livres, ont été indemnisés, ont récupéré leur argent. Ce sont en fait les plus riches qui ont payé pour les plus pauvres. Et ça serait beau qu'on vive ça aujourd'hui. Hein. Actuellement, c'est l'exact inverse. Et surtout, et ben derrière, il y a eu une grande défiance en France sur le papier monnaie. Le papier monnaie, il a fallu attendre encore beaucoup de temps avant qu'il arrive. Alors, à l'origine, c'est une présentation que j'avais faite avec des gens qui aiment les langues, donc on rappelle que le mot banque, il vient en fait d'un banc. Parce que tout est lié à la confiance. Je veux dire que ça soit banquier, banknote en anglais, donc les billets de banque, bankroti, faire banqueroute, tout ça, ça vient du mot banque parce que les premières banques privées sont nées en Italie et le changeur faisait le change sur un banc face aux gens. D'une cité à l'autre, quand il n'y avait pas les mêmes monnaies, on changeait face à l'autre. Et c'est aussi pour ça que les chiffres arabes ont mis tant de temps à venir, parce que quand tu as quelqu'un qui calcule différemment, on n'accepte pas puisqu'on ne peut plus contrôler de l'extérieur. Donc les chiffres arabes ont mis un temps fou à entrer parce que ça bloquait à ce niveau-là, chez le changeur. Et quand le changeur n'avait plus le droit de travailler, on rompait son banc, faire banqueroute. Donc vous voyez d'où ça vient. La confiance dans la banque, c'est quelque chose de fondamental.
Et bien entendu, au moment de la Révolution française, le pays se retrouve avec les ennemis extérieurs qui attaquent. Les nobles qui sont partis, les élites bourgeoises qui ont pris le pouvoir, et un gros problème d'argent. Alors, tu mets la main sur ce qu'on appelle les biens de l'Église, qui était un gros possesseur, tu confisques tous les territoires, tu confisques beaucoup de choses au niveau des nobles, et tu te retrouves avec ce qu'on appelle les biens nationaux. T'es un État, t'as des gens, et t'émets des billets. Parce qu'il y a un problème. T'as beau avoir quelques milliards de richesses en main, tu ne peux pas les vendre immédiatement. Tu ne peux pas créer immédiatement de l'argent en vendant tout un tas de trucs. Je veux dire, tu ne peux pas vendre comme ça une propriété immobilière qui est considérable à l'échelle du pays et récupérer l'argent en un claquement de doigts. Donc ce qu'ils ont dit, c'est qu'on va faire des billets, des assignats, et à chaque fois qu'on va vendre un bien, qu'on aura récupéré la monnaie, sonnante et trébuchante comme on dit, l'or, ben on détruira les billets. Bon, bien évidemment, il s'est passé ce que vous savez, hein. Donc ça permet de dénombrer et payer, mais les billets n'ont pas été détruits. Donc à un moment donné, quand tu as 3 milliards de biens nationaux comme ça, et que tu crées 45 milliards de billets, il y a comme un petit problème. Donc avant on était à x3. Tu vois que là on est déjà à x15. 3 milliards de biens nationaux d'un côté, tu crées pour 45 milliards de billets, il y a comme un petit problème. Alors, les gens ils ont compris la tromperie, donc il a fallu les inciter à accepter la tromperie. Et comme on les a incités en disant, bon voilà, je veux dire, tu acceptes les assignats, ou c'est la peine de mort, donc il faut menacer les gens. Donc généralement quand il faut menacer les gens ou les priver de quelque chose pour les obliger à prendre quelque chose, c'est que le truc est pas terrible. Vous voyez où je veux en venir, j'en dirai pas plus ce soir. Et puis, gardez ça pour le futur, parce qu'à chaque fois qu'on va vouloir vous menacer de quelque chose, c'est que généralement c'est pas pour votre intérêt. Alors, bien entendu, tout ça, ça nous amène après à la conférence de Bretton Woods. Parce qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont l'armée la plus puissante au monde. Ça aide pour faire comprendre à John Maynard Keynes, qui négocie avec les Américains, donc un Anglais qui négocie avec les Américains, que c'est plus lui qui détermine la politique. Ils ont 70% du stock d'or mondial sous leur contrôle. Donc, oui, c'est facile quand t'as... Vous avez une idée d'ailleurs du stock d'or mondial, combien ça représente? C'est un cube d'à peu près 50 mètres d'arête. C'est pas beaucoup, hein. Il n'y a pas beaucoup d'or dans le monde, hein. Sachant que les corsaires en ont mis une partie au fond de l'Atlantique quand ils rataient un galion espagnol. Il n'y a pas tant d'or que ça dans le monde. Donc c'est quelque chose de précieux qui sert à rien, et c'est un peu complètement aberrant, parce que vous voyez, tu as une mine, c'est un trou, on l'extrait, quelques grammes par tonne, et puis on le donne à une banque centrale qui le remet dans un trou. Donc ça va d'un trou à un trou. Ça, c'est une activité énergivore complètement con. Et gardez ça à l'esprit quand je vous parlerai d'activité énergivore et de monnaie un peu plus tard. Mais après-guerre, la conférence de Bretton Woods détermine que le dollar vaut, l'État américain dit, la banque Federal Reserve, banque privée, vous aimez des dollars et ça vaut aussi bon, c'est aussi bon que l'or. Dollar as good as gold. Pour les plus vieux, vous avez entendu ça, et ça a marché un bon moment de ma vie, quelques mois, parce que moi je suis né en 1971, et en 1972, face aux dépenses de la guerre du Vietnam, Nixon a dit « Non, j'arrête ça, terminé. Désormais le dollar est bâti sur rien. » Enfin, la puissance américaine, quoi. Mais en face, il n'y a rien. Toujours la même chose, trop de dépenses, pas assez de rentrée d'argent, et puis quelques fripons comme De Gaulle qui avait commencé à échanger ses dollars contre de l'or en disant oui, c'est bien ton dollar, mais donne-moi plutôt l'or. Donne-le-moi. Ça, bien sûr, ça s'est arrêté. Et donc, on vit depuis 72 sur dénombrer, payer, mais conserver, tu peux oublier, hein. Et on vit avec de l'inflation. Et tous ceux qui ont refusé ce jeu-là ont subi la peine de mort. Alors, pas au niveau individuel. Au niveau individuel, tu n'es pas en position de refuser cette arnaque. Mais au niveau des États, je veux dire, Saddam Hussein a essayé de vendre du pétrole en autre chose que du dollar, peine de mort. Kadhafi a essayé de vendre du pétrole en autre chose que du dollar, peine de mort. L'Iran essaye aussi. Alors, c'est pas peine de mort, mais c'est quand même sacrément ennuyé. Tous ceux qui ont essayé, soit on menace le producteur, soit on menace les clients. Mais clairement, ça fonctionne comme ça. Si tu ne crois pas dans le dollar basé sur rien, alors c'est la peine de mort pour toi. Et c'est comme ça que ça marche depuis un bon bout de temps. Et c'est pour ça que dans l'actualité
internationale actuelle, les BRICS vont pas se laisser faire. Ça, on s'en doute bien. Hein, le dollar est notre monnaie, mais c'est votre problème. Citation d'un diplomate américain. Oui, c'est notre problème, et c'est bien le problème du monde actuellement, parce qu'il y a tellement de dollars dans le monde, que tu n'as aucune chance de conserver ta valeur. Alors, nous en sommes donc là, finalement, c'est ça qu'il faut comprendre. Avant, on était face à des méthodes de Brutus, c'est-à-dire que pour voler les gens, il fallait prendre quelqu'un avec une épée, aller choper le gars, le secouer jusqu'à ce qu'il te donne ses pièces de monnaie pour arriver à le voler. C'est pas très efficace, c'est barbare. Aujourd'hui, on peut vous voler d'un coup de clic. La Banque centrale crée de plus en plus de monnaie, et c'est ça qui est fabuleux. Plus elle crée de monnaie, plus elle vous donne d'argent, plus elle vous vole. C'est génial, ça. Le mec qui a inventé ça, c'est un génie. Parce que d'habitude, les gens aiment qu'on leur donne quelque chose. Donc là, plus on leur en donne, plus ils perdent. Comment c'est possible ? Si ça, par exemple, ça permettait d'acheter un repas au restaurant, et que maintenant on en a créé 10 fois plus, et que désormais tu payes ton repas le double, et que tu en as 3 fois plus, tu crois que tu as 3 fois plus d'argent en main, sauf que maintenant tu payes ton repas le double, donc en fait ça te coûte 50% de plus. Voilà, si vous n'avez pas compris, dites-vous bien que, je ne sais plus qui disait, si les gens comprenaient ça, il y aurait une révolution immédiatement. C'est parce qu'ils ne comprennent pas qu'il n'y a pas de révolution. Donc, tout ça, finalement, ça nous amène à 2008. 2008, il y a un petit malin, qu'on ne connaît pas, qui s'est dit, tout ça, ça va pas, je vais créer une monnaie, le Bitcoin, qui est basé sur une technologie pas très maligne, la blockchain, qui permet donc de dénombrer, de payer. Il y en aura 19 millions. Ça permet de conserver la valeur, d'autant plus que par conception, le Bitcoin fait qu'il n'y en aura que 19 millions. Donc ça veut dire que s'il y a de plus en plus de gens qui s'en servent, avec un stock limité, chaque morceau permettra d'acheter de plus en plus de trucs. Donc l'exact inverse que ce que nous avons vu jusqu'à présent. Mais le Bitcoin, donc vous voyez qu'il y a une blockchain et des gens, donc déjà si personne en veut, ça vaut rien. Faut être honnête. Et puis en face du Bitcoin, il n'y a rien. Donc au moins, il y a presque rien de chaque côté, mais c'est pas très différent du dollar. Et le problème, c'est que c'est très volatile, parce que si personne en veut, ça chute. Si tout le monde en veut, ça monte. Alors il y a des saisons hautes, il y a des saisons basses. C'est un peu compliqué à comprendre, mais ça permet de dénombrer, payer. Et pour l'instant, ça permet de conserver à peu près sa valeur. Le problème, c'est d'en sortir. Alors ce dont on aurait besoin aujourd'hui, ça marche bien pour commercer avec des pays qui sont sous embargo ou avec des gens qui sont hors du système SWIFT. Les Russes, par exemple, ça marche bien. Mais c'est compliqué de savoir qu'est-ce que tu as en main. Donc tu peux acheter ce qu'on appelle les stablecoins. C'est-à-dire et c'est de nouveau 2 sociétés privées qui te font de l'USDT ou de l'USDC. Le problème, c'est qu'elles te disent, ok, tu peux acheter le coin que j'ai moi sur les plateformes d'échange de ces cryptos, et je te garantis que si tu voulais l'échanger avec du dollar, je pourrais te donner des dollars, des vrais dollars, j'allais dire, enfin des vrais faux dollars de la banque centrale à ce moment-là. Donc tu vois qu'on en revient avec les stablecoins à une promesse à la mort-moelle-nœud d'une entreprise privée dont on ne sait pas ce qu'elle a comme vraie richesse pour te donner en face un truc qui est soi-disant l'équivalent d'une monnaie qui de toute façon est dans les mains du plus gros faux-monnayeur du monde. Donc tu vois bien que la monnaie est une illusion. C'est une convention sociale, et plus tu en as en main, plus tu peux acheter des choses qui ont de la valeur. Mais en soi, ça n'a pas de valeur. Donc, je trouve d'autant plus difficile de passer son temps à perdre sa vie à la gagner pour obtenir des trucs qui en soi n'ont pas de valeur. En obtenir beaucoup, oui, ça permet d'acheter des choses qui ont de la valeur. Mais en obtenir peu, crever au travail pour ça, c'est une promesse qui, franchement, n'est pas terrible. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Eh bien, qu'est-ce qui se passe maintenant ? On est sous la menace. Les banques centrales ne sont pas débiles. Elles se sont rendues compte que les gens fuient vers le Bitcoin, ou qu'en tout cas, il y a une sérieuse menace par rapport à leur crédibilité. Donc, les États ont dit aux banques centrales, faites-nous ce dont on aurait besoin, c'est-à-dire un stable euro, un stable dollar, mais garanti par la banque centrale au moins, qu'on puisse utiliser les cryptos. Mais c'est pas ça qu'ils veulent nous faire. Ils veulent nous faire un truc qui s'appelle CBDC en anglais, MNBC en français, c'est-à-dire la monnaie numérique de banque centrale.
Une monnaie numérique de banque centrale qui est déterminée par une blockchain, mais qui permet surtout de dénombrer, de payer, de conserver et de tracer toutes les transactions. Et donc finalement, d'avoir tout un tas de possibilités de programmatique qui ne sont pas du tout de l'ordre de ta liberté et qui ne vont vraiment pas dans ton sens. Parce que les Chinois sont les premiers à avoir essayé de dire « Ok, avec ça, finalement, je peux te transformer en esclave. » Assez facilement parce que t'es pas d'accord ou Cyril t'a fait une présentation là-dessus, pouf, t'es shooté. Donc ça permet de shooter quelqu'un, comme il y a 1 an et demi ou 1 an, je me suis fait shooter 6 mois sur LinkedIn parce qu'ils estimaient que je n'avais plus à avoir le droit de prendre la parole sur ce réseau. Eh bien, on pourrait tout à fait avoir la Banque centrale qui dit, non, les comptes bancaires de Cyril, figés. Hop, terminé, t'as plus le droit. Ou t'as le droit d'acheter, mais que pour 500 €. Et surtout, t'as pas le droit d'acheter de carburant parce qu'on veut pas que tu te déplaces. Donc, c'est très facile d'avoir une mort sociale. C'est très facile de te transformer en esclave. Et encore plus fort, les Chinois ont lancé, regardez ce que dit cette coupure, China reveals digital yuan with expiry date. La Chine révèle donc un renminbi digital, leur monnaie, qui a une date d'expiration. Donc maintenant, tu vas non seulement pouvoir perdre ta vie à la gagner pour acquérir un truc qui en soi vaut rien, mais on pourrait même te dire, c'est à dépenser dans les 2 mois. Hein. Parce qu'au-delà, il vaut plus rien. Non seulement on peut tracer ce que tu fais, non seulement on peut t'empêcher d'acheter ce que tu veux, mais en plus on pourrait dire ce billet qui est en ma possession, sans même sortir de chez soi, la banque centrale peut le programmer pour que dans 2 mois, il ne vale plus rien. Alors si ça, c'est pas un contrôle absolu de votre vie, je ne sais pas ce que c'est. Si le cash disparaît, on est mort. Donc premier conseil, à chaque fois que vous pouvez payer en cash, faites-le. Parce que quand vous payez en cash, au moins, la banque ne vient pas sucer le sang du commerçant une fois de plus. Ce truc peut circuler un bon bout de temps sans que la banque ni personne ne sache ce que vous en faites, et c'est quand même le minimum des libertés qu'on devrait avoir en tant que citoyen. Et dites-vous bien que le jour où le mur dollar tombe, parce que finalement toute la puissance américaine repose aujourd'hui pour l'Occident sur la puissance militaire qui empêche les gens de prendre conscience ou de mettre effectivement en œuvre une sortie du dollar qui leur permet donc d'imprimer de la fausse monnaie légale pour acheter des choses qui ont de la vraie valeur. Du pétrole, des minéraux, des métaux, etc. Le jour où le dollar tombe, ça va changer drastiquement et beaucoup plus le niveau de vie en Amérique du Nord et en Europe. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que la chute du mur de Berlin. Et je peux vous dire que quand le mur de Berlin est tombé, j'étais encore réveillé, puisque j'étais en classe préparatoire aux grandes écoles, et j'entends encore un des gars qui écoutait la radio, un mec qui préparait Saint-Cyr, sortir et dit « le mur de Berlin est tombé !» Comme on avait du boulot, je dis « Ah oui, d'accord », puis je retournais bosser. J'aurais mieux fait de m'arrêter et de me dire « Qu'est-ce que ça va changer dans notre monde ?» Parce que là, il y avait une opportunité. Là, il y avait quelque chose qui a tout changé dans mon avenir. Le jour où le dollar tombe, ça change tout pour nos vies. Alors, bien entendu, ça peut peut-être faire peur, mais moi je me dis, un homme averti en vaut 2. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Enrichissez-vous. Mais pas en vous tuant au travail. En mettant en place un système qui vous permet de gagner de l'argent, indépendamment du temps que vous y passez. Parce que tout surplus d'argent que vous aurez peut être converti en quelque chose qui a de la valeur. Quelque chose qui garde de la valeur. Et quand on regarde ce que font les plus riches dans ce domaine, ils achètent de l'art. Ils investissent dans des tableaux. Et c'est pas un hasard si ces tableaux sont défiscalisés en France. S'ils ne sont pas soumis aux droits de succession, vous pouvez mettre des millions dans des tableaux de maîtres et les passer comme ça à vos enfants. Vous pouvez emporter dans quelques toiles une richesse considérable. Si c'est rare et qu'il y a des gens qui en veulent, aujourd'hui ça valait tant d'euros, demain ça vaudra tant de gulbars. C'est pas grave. Vous avez conservé votre valeur des euros au gulbar, même si l'euro a disparu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ce qui a de la valeur et ce qui est demandé va conserver sa valeur. Mais quand tu n'as pas plus d'argent et que tous les jours tu es vraiment limite, quand tu finis chaque fin de mois en n'ayant même pas 50 € à mettre de côté, tu peux rien faire. Donc, tu as besoin de comprendre que tu as ta vie à toi, et c'est normal de payer tes factures avec ces trucs, et puis il y a le surplus. Et le surplus, on peut aller le chercher
en allant chercher un revenu qui ne dépend pas du temps qu'on y passe. Et dans quelques minutes, donc, on va donner la parole à Serge pour qu'il nous donne son témoignage dans ce domaine, parce que Serge, je pense que c'est un très bon exemple de quelqu'un qui n'avait aucune idée de tout ce que je viens de dire là il y a 23 ans, et qui aujourd'hui est en capacité de dégager du surplus. Alors, je l'espère, mais en tout cas, dans l'immédiat, je vous souhaite... enrichissez-vous, hein, c'est Guizot qui disait ça, sous la Troisième République française, qui était censitaire, seuls les riches avaient le droit de voter. Et quand on se plaignait, c'est pas terrible votre truc, la réponse était enrichissez-vous. Pas très fair-play, mais c'était la réalité du monde. Donc, vaut mieux être conscient du monde tel qu'il est et se mettre en mouvement. Voilà pour cette présentation. Et on va maintenant passer avec notre ami Serge. Et puis pour ceux qui ont envie de se bouger, c'est le moment d'entrer en contact avec nous, avec moi, de rejoindre mon canal Telegram, etc. Vous allez rencontrer des informations qui vont vous aider sur ce chemin.